L'activation. Votre enfant prend-il du temps à se mettre en action? Parfois. Donc, l'activation, c'est d'être capable de s'engager dans la tâche. De maintenir son attention jusqu'à la fin de la tâche. Le cerveau est plus activé lorsque les périodes d'apprentissage sont espacées. Dans l'activation, le cerveau, si on, par exemple, ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait, par exemple, faire 4 périodes de 30 minutes plutôt qu'une période de 2 heures. Et ça, c'est du côté de la recherche au niveau du cerveau. C'est sûr qu'il y a des personnes, dans leur tempérament ou leur façon de fonctionner, vont préférer faire 1 heure ou faire un 2 heures, un bloc intense, que 4 fois 30 minutes. Mais quand on parle de l'activation du cerveau, on serait mieux de faire 4 petits blocs pour que le cerveau se réactive à chaque fois. C'est comme sinon on met une énergie tout d'un coup sur une tâche, mais le fait de prendre du recul, faire autre chose, 5 minutes, revenir à la tâche, fait que le cerveau se réactive à chaque fois. Okay. Donc, revenir sur des contenus qui ont déjà été appris en boucle, peut-être pour les enseignants qui sont ici, le fait de revenir sur les apprentissages qui ont été faits permet de réactiver aussi des connaissances. Donc, mélanger des nouveaux contenus dans les contenus d'un nouvel exercice pour favoriser les liens entre les apprentissages, que les apprenants ne voient pas que des petits boîtes, des petits dossiers, tous des apprentissages différents. Donc, l'activation, c'est aussi être capable de maintenir le rythme pendant toute l'activité. Garder le focus, c'est-à-dire garder l'attention sur ce qu'on fait. Donc, comment intervenir à la maison, par exemple? Établir avec votre enfant des stratégies pour développer son autonomie. C'est-à-dire, est-ce que votre enfant a des routines stables de devoirs à la maison? Est-ce qu'il y a un lieu où est-ce qu'il fait ses devoirs? Puis des fois, ça peut être un lieu qui peut avoir du bruit, puis que votre apprenant, votre enfant, ça ne le dérange pas. Il est capable d'apprendre. Parce que des fois, on voudrait trouver des endroits qui sont silencieux, en pensant que c'est mieux, mais ça dépend des apprenants. Peut-être que pour certains, c'est bien quand c'est silencieux, mais pour d'autres, d'avoir un bruit de fond, d'avoir une musique, c'est aussi correct. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste aller valider, aller voir s'il le fait dans le bruit. Est-ce que vraiment il apprend bien quand il le fait comme ça? C'est d'aller vérifier. Parce qu'eux autres, ils vont dire oui, c'est sûr. Avoir une structure claire et un cadre bien défini avec votre enfant, à quel moment il va faire ses devoirs, c'est-tu, mais en même temps, quand ils sont à l'adolescence, ils ont aussi besoin de flexibilité, ils ont besoin qu'on leur donne un petit peu plus de liberté. Mais il faut quand même, en leur donnant plus de liberté, mais il faut quand même garder un œil sur ce qu'ils font. Des fois, il y en a qui ont besoin d'aide, mais même s'ils n'ont pas besoin d'aide, de quand même, une fois de temps en temps, voir comment ça se passe, qu'ils te parlent des devoirs. Mais c'est aussi de démontrer un intérêt à l'enfant, que vous avez un intérêt envers ce qu'il apprend à l'école, puis que c'est important pour vous. Donc, celui qui a le plus, en fait, le fait d'établir des routines, des stratégies avec vos enfants, c'est ce qui a le plus d'impact selon les études démontrent que les enfants des parents qui font ça ont des meilleurs résultats scolaires, qu'ils obtiennent de plus haut niveau d'études et se rendent au bout de leurs devoirs. Quand on établit des stratégies, c'est-à-dire on fait un petit bout, peut-être on arrête, on recommence, mais vous vous entendez avec votre enfant, puis il sent que vous l'accompagnez là-dedans sans être là à côté de lui, nécessairement. Les résultats à l'opposé, lorsque l'aide est trop donnée, faire attention de ne pas faire à la place de l'enfant, c'est de la suraide, alors cela peut être perçu comme intrusif et contrôlant par l'enfant. Donc, tu sais, comment faire pour être là, le superviser, mais en même temps, garder aussi une certaine distance pour lui donner son autonomie. C'est comme tout un défi en même temps, mais c'est par la connaissance de votre enfant aussi que vous allez arriver à établir quelle est la meilleure façon de le faire. Se déterminer des objectifs. Des objectifs, peut-être pas tant au niveau des résultats scolaires, mais des objectifs d'apprentissage, d'amélioration dans ces stratégies.
Les stratégies de monitorage pour accomplir le travail de monitorage, c'est-à-dire quand on va voir la gestion du temps, par exemple, si je me donne 30 minutes pour effectuer telle partie de mon devoir, bien, après à 15 minutes, est-ce que je peux me donner un temps d'arrêt? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez discuter avec votre enfant. Est-ce qu'il peut se donner un temps d'arrêt après 15 minutes, puis évaluer où est-ce qu'il en est rendu dans ses devoirs? Est-ce qu'il en a fait suffisamment? Parce que là, il lui reste 15 minutes. Donc, de lui apprendre à évaluer son temps, ça va aussi lui servir à l'école de gérer son temps en réalité. Donc, le monitorage, c'est-à-dire j'en fais un bout, je prends une pause, j'évalue où est-ce que je suis rendue, est-ce que je suis rendue assez loin, pas assez loin. Puis si je ne suis pas assez loin, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas assez loin? Est-ce que c'est parce que j'ai décroché? Est-ce que c'est parce que mon attention s'est tournée vers autre chose? Si oui, il faut que j'en sois conscient de ça. Puis que je me trouve des stratégies pour me ramener à la tâche quand ça arrive. Parce que ça nous arrive tous à un certain moment que la pensée divague s'en va vers autre chose. Mais il faut en être conscient puis se dire comment on se ramène à la tâche. C'est parce que des fois, c'est l'adulte qui va ramener l'enfant à la tâche. Mais il faut en parler avec lui pour qu'à un moment donné, lui se rende compte ou elle, à quel moment il décroche précisément. Y a-t-il un temps particulier? Y a-t-il quelque chose qui vient de se passer? C'est-tu un bruit qu'il a entendu? Ou c'est un mot qui a fait penser à quelque chose d'autre puis qui a décroché? Donc, d'être sensible à ce qui fait nous décrocher, nous donne du pouvoir pour nous raccrocher parce qu'on le sait que ça arrive. Fait que quand ça arrive, on dit « Oh, OK, non, je laisse ça de côté puis je retourne travailler. » Donc, engager le processus aussi pour certains jeunes, parfois, quand ils ont de la difficulté à s'activer, parfois, il faut engager le processus des devoirs avec l'enfant et s'assurer de sa compréhension en cours de tâche. Donc, parfois, il faut peut-être s'asseoir avec lui 5-10 minutes, regarder ce qu'il y a à faire. OK, comment tu vas t'organiser? Par quelle étape tu vas passer? Puis ça lui permet de s'engager. Puis ensuite, vous partez, puis vous le laissez continuer, puis vous revenez une fois de temps en temps pour voir comment ça se passe. Pas toutes les fois, mais... Donc, s'assurer de prendre le temps de prendre le temps avec son enfant quand c'est possible, parce que je sais qu'on a aussi des horaires chargés, mais en même temps, ben, est-ce que des moments, tu sais, comment dans votre horaire, sans que ce soit tous les jours nécessairement, il y a peut-être aussi des devoirs en particulier que vous sentez que vous avez besoin d'être plus près de votre enfant que d'autres. Donc, comment s'organiser dans son horaire pour prendre le temps, puis aussi s'assurer d'avoir les ressources à la maison pour être capable d'aider son enfant. De quoi il va avoir besoin pour faire son travail. La mémoire de travail. Quand on est beaucoup dans les mots, dans la relecture d'informations, où on a beaucoup de choses à faire, parfois la mémoire de travail elle va être surchargée d'informations. Donc la mémoire de travail, c'est d'être capable de se concentrer sur l'essentiel pour éviter qu'il y ait des surcharges cognitives. Tantôt, je vais vous montrer comment on peut faire pour décharger la mémoire de travail. Traiter activement l'information verbale et non verbale. Ça, c'est peut-être plus pour en salle de classe ou ça peut même être à la maison, c'est vrai. À la maison, votre enfant effectue une tâche, par exemple, de lecture. Quelles sont les stratégies qu'il utilise à la maison pour traiter le texte qu'il est en train de lire? Est-ce qu'il utilise que le surligneur? Parce que des fois, les surligneurs, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui sont surlignés. Ils ne savent pas toujours nécessairement pourquoi ils ont surligné ces mots-là. Donc, c'est une stratégie que les élèves vont utiliser. En même temps, qu'est-ce que je surligne? Pourquoi je le surligne? Donc, ça pourrait être intéressant de dire, on lit un petit bout d'information, un petit bout de texte, on prend une pause, puis on ressort l'essentiel de ce qu'on vient de lire à côté. Donc, c'est une façon de libérer la mémoire de travail. Donc, je lis, j'arrête, je réorganise l'information, je vais ressortir l'essentiel, je vais peut-être me faire une petite carte, je vais vous montrer tantôt une petite carte mentale, peut-être un petit schéma, dépendamment du texte que vous allez lire, puis peut-être que ça va être des mots-clés aussi qu'il va mettre, ou un résumé de ce qu'il vient de lire, mais lire, traiter, lire, traiter, lire, traiter. Okay? Donc, pas tout faire du même coup
amener les jeunes à prendre une certaine pause pour réorganiser l'information. Donc, en salle de classe, on pourrait voir la même chose. On fait un enseignement, on prend une pause à un certain moment, on arrête, on demande aux jeunes de traiter l'information. Donc, de réorganiser l'information à sa manière. Des fois, ils pourront le faire en équipe, ils peuvent le faire en individuel, mais il faut arrêter à un certain moment parce que sinon, ce qu'on fait, c'est que l'apprenant fait juste enregistrer, enregistrer, enregistrer. Et là, quand il arrive à la maison, c'est là qu'il va prendre le temps de sortir ses choses puis regarder ce qu'il a appris. C'est là, souvent, qu'il va se rendre compte qu'il n'a pas compris quelque chose quand il va être rendu à la maison. Parce que c'est là qu'il va traiter l'information. Donc, comment vous allez l'aider à la maison? Bien, c'est de l'amener à réorganiser un peu l'information à sa manière. Okay? Puis peut-être que ça va être avec des mots-clés, peut-être avec des images, ça dépend un peu du profil de votre enfant. Mais ce n'est pas nécessairement par de l'écriture. Voilà, la mémoire de travail. Donc, on a des jeunes aussi, ce qui va aider à libérer la mémoire de travail, c'est d'être capable de se faire des images dans sa tête. Donc, ça peut être, quand je dis on lit, on traite sur papier, ça permet de décharger, mais ça peut être aussi qu'on lit, on prend une pause, puis on réorganise l'information dans sa tête. C'est pas tous les jeunes qui savent comment organiser l'information dans leur tête, et c'est pas tous les jeunes qui savent qu'ils ont le droit de faire ça. Ça m'est arrivé une fois, un enfant que je lui ai dit, on lisait un texte sur un article, sur un scientifique. Puis là, je lui ai dit, ben imagine-toi le scientifique, il n'est pas dans le texte, mais à quoi il ressemblerait, comment il est habillé. Là, il m'a regardé, puis il a dit, j'ai le droit de faire ça? J'ai dit, oui, tu as le droit de faire ça. Dans ta tête, tu peux t'imaginer ce que tu veux en fonction que ce soit en lien avec ce que tu es en train d'apprendre. Donc, de voir aussi si votre enfant a des difficultés, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il y a des images qui viennent dans sa tête, est-ce que ça vient en images, peut-être que ça vient en mots, puis peut-être qu'il va dire, je ne sais pas, peut-être qu'il va dire qu'il n'y a rien. Mais s'il n'y a rien, là, vous vous questionnez, parce que là, vous allez dire, OK, donc comment je vais faire pour l'amener à se faire des images? En fait, bien, vous allez probablement l'amener plus sur papier. Donc, on va faire une activité, on va faire une lecture, on va dessiner ou on va réorganiser sur papier. Parce qu'il n'est peut-être juste pas conscient qu'il se passe quelque chose dans sa tête. Donc, le questionner, toi, tu vois ça comment? Mettons que j'imagine une fleur. À quelle couleur? À quelle... Ah, bon, mettons, partez donc. Mettons que vous imaginez une fleur. Et de quelle couleur? Pas besoin de me répondre. C'est quelle couleur? Est-ce que c'est grand ou c'est petit? Est-ce que c'est en 2 dimensions ou en 3 dimensions? Est-ce que votre image bouge ou est-ce que c'est fixe? Est-ce que ça a un cadre autour comme une photo ou elle n'a pas de cadre? Est-ce que vous entendez du bruit? Est-ce que la fleur parle? Si elle parle, quelle langue parle-t-elle? Pendant que je vous disais ça, il y en a peut-être qui ont... Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à évoquer ou à avoir une image tranquillement dans leur tête? OK. Donc, évoquer, quand je parle d'évocation, c'est ça. C'est d'être capable de voir ou de se représenter dans sa tête. Donc, si votre enfant dit « je ne sais pas trop comment faire ça », vous pourriez faire exactement ce que j'ai fait avec vous. Imagine-toi telle image, juste pour qu'il voit que « OK, c'est ça qui devrait se passer dans ma tête ». Planification et organisation. Comment intervenir? Les agendas. Est-ce que, en fait, ça pourrait être une bonne idée d'amener votre enfant à y indiquer aussi quelles sont les activités autres que scolaires qu'il fait dans sa vie? Parce que si vous voulez l'aider à planifier, parce qu'on a des élèves qui se retrouvent à étudier à la dernière minute, et là, ils sont en surcharge d'informations. Quand c'est le temps d'arriver au contrôle, ils ont vraiment hâte que l'enseignant leur donne la feuille pour être capable de mettre sur la feuille toutes les connaissances qui sont restées là parce qu'ils ont appris à la dernière minute. Okay? Donc, comment les amener à faire un apprentissage à rebours, c'est-à-dire placer la date au calendrier où j'ai un contrôle ou une évaluation ou un travail à remettre, puis retourner à partir d'aujourd'hui entre la date à remettre ou le contrôle et aujourd'hui,
aller à rebours, quels sont les moments que je pourrais planifier dans mon horaire pour faire une étude par rapport à cette thématique-là. Okay, donc, c'est pas quelque chose que les élèves sont habitués de faire. C'est parce que ici, ils ont des activités sportives, ils décident qu'ils vont mettre 2 heures d'études. Ils ne pourront pas mettre 2 heures d'études un soir où ils ont, par exemple, 2 heures de sport. Donc, ça les amène à faire des choix placés dans l'agenda, des parties et des moments d'études en fonction ou en tenant compte de leur vie en général, pas juste du domaine scolaire. Fait que j'encouragerais les personnes je vous encouragerais en fait à voir avec votre enfant, peut-être à intégrer les activités de sa vie quotidienne. Et ça ne veut pas dire que vous devez ou votre enfant doit absolument suivre le plan qui s'est donné dans son agenda. Surtout si c'est un simultané, il va peut-être vouloir avoir un peu de flexibilité. Donc, de l'amener à planifier pour que dans sa tête, il y ait le projet d'évoquer ce qu'il va avoir à faire. Sauf que ça se peut que le soir où il a mis à son agenda qu'il voulait étudier telle matière, ça se peut qu'il ne soit pas dans un état. Des fois, on est fatigué, des fois, il est arrivé quelque chose, des fois, on n'est peut-être pas dans un état d'étudier telle notion à ce moment-là. Mais d'interchanger avec d'autres plages, avec d'autres choses dans son horaire. Peut-être qu'il va faire quelque chose d'autre à ce moment-là, mais il sait que ce qu'il n'a pas fait, il va falloir qu'il le fasse ailleurs. Donc, comment il va déplacer les choses dans son agenda pour être capable d'accomplir ce qu'il a à faire. Donc, ça peut être une idée de l'aider à planifier son temps. Il y a des élèves qui venaient me rencontrer en orthopédagogie au secondaire. En général, c'est des problèmes de planification, d'organisation, de gestion du temps, puis de ne pas savoir nécessairement comment étudier. C'est beaucoup ça qu'on retrouve. Donc, distribuer la matière, répartir chaque devoir sur la semaine. Peu de matière, mais fréquent, pour que le cerveau se réactive. Quand on parlait des devoirs tantôt, ce qui pourrait être intéressant, c'est que quand votre enfant revient à la maison, comme devoir, il pourrait faire une lecture de ce qu'il a vu ou de l'exercice qu'il a fait dans sa classe aujourd'hui. Puis si c'est des notes de cours qu'il a reçues, bien de réorganiser ces notes de cours-là à sa façon. Le fait de faire ça, ça lui permet de traiter l'information et juste ça, ça en est un devoir qui va lui permettre de réactiver sa mémoire puis de retenir l'information à plus long terme. Donc, le temps, on en a parlé un petit peu, là, estimer le temps prévu à la réalisation d'une tâche, puis se réguler, essayer de voir est-ce que le temps que j'ai prévu, c'est le bon temps, j'ai-tu mis trop de temps, pas suffisamment de temps, d'amener l'apprenant à être conscient de ça, pour qu'il puisse avoir du pouvoir de changer des choses. Tant qu'on n'est pas conscient, on ne peut pas changer quelque chose. Prévoir et respecter les temps d'exécution, bien là, des fois, on peut se donner un petit peu de marge de manœuvre, comme je disais. Des fois, on a prévu quelque chose un soir, mais c'est peut-être pas le bon soir, on va peut-être le faire un autre soir, mais on va interchanger. Donc, la durée des devoirs, selon le Conseil canadien de l'apprentissage, qu'on dit, c'est qu'à peu près 10 minutes devraient être ajoutées par niveau d'étude, avec une fréquence d'au moins 3 fois par semaine dans les études. Donc, chez les plus petits, on passe de 10 à 20 à 30 minutes. Quand on arrive en première, on devrait être autour de 2 heures. 1h50, 2 heures de devoir. Donc, est-ce que vos enfants, vos étudiants font plus que ça de devoirs par soir? Donc, c'est une fréquence de 3 fois par semaine. Au collège, un faible volume de devoirs de moins d'1 heure a une influence positive et disparaît lorsque les devoirs prennent 1 à 2 heures de travail. Donc, on est mieux d'en faire moins, plus souvent que beaucoup, trop longtemps, parce que en fait, ça démontre que ça n'a pas plus d'impact. Donc, est-ce que c'est la forme de devoir? Est-ce que c'est la façon qu'on fait le devoir? C'est tout ça qu'il faut comme réfléchir puis se questionner. On arrive à une prochaine fonction exécutive qui est la flexibilité cognitive. Et ça va être la dernière pour ce soir. Donc, la flexibilité cognitive.
Avez-vous des enfants ou des élèves qui persistent à utiliser leur stratégie, même si elles sont inefficaces? On leur dit, essaye d'autres choses. Non, je vais continuer à utiliser cette méthode-là. Qui ont de la difficulté à changer leur méthode ou leur façon de faire. Il ne faut pas oublier que quand ils sont rendus au niveau du secondaire, depuis le primaire, qui à chaque année, ils ont appris des stratégies, puis peut-être qu'ils ont automatisé, hein, parce qu'ils ont automatisé des stratégies. Donc, c'est devenu acquis, c'est devenu une habitude. Et là, quand on arrive au secondaire, ben, on continue ces mêmes habitudes-là, mais les tâches au secondaire vont être plus longues, plus complexes, et les stratégies qu'on a apprises ne sont peut-être pas nécessairement efficaces rendues au secondaire. Mais les élèves vont continuer à persister parce que c'est devenu une habitude. Donc, c'est aussi de voir au primaire comment on peut amener les élèves à travailler avec une variété de stratégies pour être capable d'être prêts pour le secondaire. La neuroplasticité du cerveau. Le cerveau se développe, hein? C'est pas fixe, ça bouge. Je vais vous montrer une petite vidéo, une courte vidéo. Je pense que ça dure 1 minute 30. En fait, ce que vous allez voir, c'est en anglais. Mais ce n'est pas les mots qui sont écrits sur les diapos qui sont importants. En fait, ce que vous allez voir en anglais, ce qu'ils vont vous dire, c'est, vous allez voir au début, le cerveau est en train de former des nouvelles connexions. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Ensuite, on va voir des connexions qui vont s'affaiblir, qui vont disparaître. Et on dit aussi qu'on a du pouvoir sur les connexions de notre cerveau. Donc, plus on va s'exercer de différentes façons, utiliser différentes stratégies, plus on va créer des nouvelles connexions. Vous allez voir aussi des réseaux de neurones, à quoi ça ressemble. Et voilà. Et ce qu'on dit, c'est que le cerveau continue à toujours faire et défaire des connexions. On construit, on fait, le cerveau refait de nouvelles connexions tout le temps. Et alors, je vais vous montrer cette petite vidéo-là. Moi, je le voyais ici. C'était vraiment super. Attendez. Ah, c'est mieux. On a un réseau de connexions ici. C'est des nouvelles idées qui se créent.
sera pas long, vous pouvez parler de ça. Ah, est-ce que ça marche? Je te laisse. Donc, fascinant, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui se passe dans le cerveau de vos enfants quand vous les amenez à utiliser des nouvelles stratégies, des nouvelles idées qui se créent. Il y a de l'activité qui est là constamment, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais que je trouve toujours intéressant de voir. Donc, les connexions, on en a parlé, donc elles peuvent s'affaiblir et disparaître si on ne réutilise pas les connaissances. Donc, ça me fait un petit peu penser, les neurones s'activent ensemble et se connectent ensemble par un processus biochimique. Ça me fait penser un peu à une forêt, en réalité. Quand la forêt, elle est complète et qu'il n'y a pas de sentier à l'intérieur, quand on crée un nouveau sentier, c'est comme si on créait un nouveau circuit neurologique. Et plus on passe dans le sentier, dans le bois, plus le chemin se trace. Hein? Et puis, à un moment donné, on va voir vraiment ce chemin-là. Dans le cerveau, c'est la même façon que ça fonctionne. Et si on ne passe plus dans ce chemin-là, à un moment donné, ça va repousser. Okay? L'herbe va repousser. Alors, dans le cerveau, c'est la même chose. Si de là l'idée d'aller en boucle avec les stratégies d'enseignement et d'apprentissage, de revivre des activités qui se ressemblent pour que les connexions neurologiques se refassent toujours et que les chemins ne s'effacent pas. Que les connexions restent. Donc, les recherches nous disent que la mémoire est intégralement constituée d'un réseau de concepts reliés entre eux par des associations. Pour apprendre, il faut absolument réorganiser et reconnecter les informations en mémoire afin de favoriser un rappel optimal. Ici, c'est important ce que je vous dis là. Puis je fais un lien avec l'apprentissage par cœur. Ici, on est à l'opposé de l'apprentissage par cœur. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour qu'il y ait un apprentissage qui va durer même à plus long terme, il faut prendre le temps de réorganiser l'information à notre manière. OK? C'est ce qu'on ne fait pas souvent, ou ce qu'on ne fait pas tout le temps, ou que les apprenants ne font pas tout le temps. Ils vont plus réviser, répéter. Pour mémoriser, on doit augmenter le nombre de liaisons en utilisant des stratégies d'élaboration, on va en voir dans quelques minutes, soit ajouter des associations et des liens à chaque révision de matériel à apprendre. Réorganiser le matériel à réviser pour relier avec les connaissances antérieures. Donc, retourner dans les pages, dans les activités qu'on a faites avant, une fois de temps en temps. Pas juste quand c'est le moment de se préparer pour un contrôle. Mais des fois, c'est pas nécessairement qu'on va passer beaucoup de temps sur les choses qu'on a faites, mais juste des fois de relire la page, de repasser à travers, fait que ça garde actif l'information. Au secondaire et au niveau supérieur, les devoirs devraient être la lecture des notes de cours pour mieux s'approprier le contenu et réorganiser à sa manière. Donc, les erreurs persistantes chez les étudiants sont probablement dues à un réseau de neurones concentrés. Quand on a vu des réseaux de neurones concentrés et consolidés qui sont difficiles à défaire. Plus on refait la même chose pendant plusieurs années, on développe des automatismes et à un certain moment, ça devient plus difficile de défaire des connexions qui ont été consolidées. Ça se fait, mais ça se peut que ce soit un peu plus long avant qu'il y ait un changement dans la stratégie d'apprentissage. Ce ne sera pas la première fois que l'enfant va faire une nouvelle stratégie que ça va fonctionner. Ça peut prendre plusieurs fois.